Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles David. Je suis le PDG d'Enertam et je vous parle ici de notre atelier, siège social à Courbevoie. Alors, j'ai résumé sur cette page, tous les sujets que je vais aborder au cours de ce webinaire. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à la fin du webinaire à me poser des questions et j'y répondrai avec plaisir. Une copie du webinaire sera disponible pour tous les gens qui sont là ce soir et même pour des gens qui viendraient ensuite essayer de comprendre la société. Alors, juste pour bien rappeler les technologies sur lesquelles Enertime travaille et qu'Enertime vend dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a 3 technologies, 2 que je qualifierais de majeures et une troisième qui est liée en fait aux ORC, qui est aujourd'hui moins importante dans le portefeuille, mais qui pourrait devenir importante dans le futur. Donc la première technologie est celle qui est à l'origine d'Enertime, ce sont les systèmes ORC, donc la transformation de chaleur en électricité à partir avec des machines de l'ordre de 1 MW jusqu'à 10 MW. Des turbines dessinées et construites par Enertime et dont nous avons l'entière propriété axiale entre paliers. Et demain, lorsque nos projets de R&D financés par l'Europe auront permis de complètement développer la technologie des turbines hermétiques sur palier magnétique. Ces ORC travaillent en circuit fermé avec des fluides qui sont ou des alcanes, donc cyclopentane, isobutane, butane, ou des réfrigérants HFO, c'est-à-dire des réfrigérants nouvelle génération. Les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, on a commencé à travailler sur les pompes à chaleur dans les années 2012. On a vendu une première pompe à chaleur en 2017. On a maintenant développé une technologie tout à fait originale avec un projet en cours en Italie pour une machine de l'ordre de 3 MW. Et notre objectif, c'est de développer des pompes à chaleur qui produisent de la vapeur à plus de 100 degrés ou de l'eau surchauffée éventuellement. Nous nous intéressons pas aux pompes à chaleur de moins de 3 MW et nous nous intéressons pas aux pompes à chaleur qui produisent de la chaleur à moins de 100 degrés. Ces pompes à chaleur sont particulièrement intéressantes pour la décarbonation de l'industrie. Donc nos technologies portent sur 2 aspects essentiellement. Un, des compresseurs hermétiques sur palier magnétique jusqu'à peu près 800 kW et en porte-à-faux sur réducteur au-delà. Et nous travaillons sur des fluides alcanes, donc comme pour les ORC, et des réfrigérants HFO. Donc je pense qu'il y a un point qui est intéressant lorsqu'on voit ces 2 lignes, ces 2 produits, c'est qu'en fait les pompes à chaleur et les ORC sont des technologies sœurs et que lorsqu'on maîtrise les ORC de forte puissance et haute température, alors on maîtrise beaucoup plus facilement les pompes à chaleur à haute température. Et on le voit déjà d'ailleurs dans la concurrence que nous avons aujourd'hui. Notre concurrent principal dans les pompes à chaleur haute température, c'est la société Turboden qui est notre concurrent dans les ORC. Troisièmement, on développe sur la base des compétences gagnées dans les systèmes ORC et les turbines de détente qui équipent les ORC, on a développé une offre de turbines de détente de gaz, et en particulier de gaz naturel. Et puis, avec la société Stolect, des turbines de détente d'air et de compression d'air associées à des compresseurs d'air pour stocker l'électricité. Mais pour l'instant, ce sont des technologies qui génèrent moins d'activité pour nous et plus de R&D que les technologies ORC et pompes à chaleur. Alors l'historique de la société, elle est déjà assez longue, mais assez cadencée. Donc j'ai créé avec un partenaire plus jeune en 2008 la société qui s'est développée assez vite dans les ORC et puis qui petit à petit, et ça je décrirai pas en détail le parcours, mais
il a un parcours qui est un parcours double, un parcours commercial, partir à l'export, parce qu'à l'époque en France, le marché était pas encore mûr. Développer des pompes à chaleur parce que nous avons vite compris que dans un pays où l'électricité est très décarbonée, il y a un fort intérêt à développer des pompes à chaleur et en particulier des pompes à chaleur, pour l'industrie. Et puis après, un développement, d'ORC haute température. Nous faisions des ORC moyenne température jusqu'en 2019. Nous avons vendu le premier projet haute température, sur une verrerie en Thaïlande. Ça, c'est une caractéristique importante d'Enertime, c'est que nos marchés, nous les avons trouvés, là où ils étaient et en particulier à l'international jusque dans les années 2019-2020. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2019 et la loi Pacte, il n'était pas possible d'obtenir des aides pour l'installation d'ORC en récupération de chaleur fatale dans les usines françaises. Et donc, sans aide et avec un prix de l'électricité extrêmement déprécié, c'était pas possible pour nous de vendre nos machines dans les usines. On ne les vendait que pour les incinérateurs qui avaient pour ça un traitement spécial et des taxes qui leur imposaient en fait de mettre des ERC s'ils ne faisaient pas l'efficacité énergétique que l'Europe leur imposait. Alors, autre date importante, c'est 2020. Donc, on a créé la société Énergie Circulaire. C'est une société de services énergétiques. La décision de créer cette société était stratégique. Elle nous a permis, grâce à la loi Pacte en 2019, de commencer à monter des projets d'efficacité énergétique dans des usines en France en utilisant les subventions de l'ADEME et des subventions liées au C2E. Et puis 2022, 2023, aujourd'hui, donc 2022, des projets européens. Nous avons en 1 an et demi gagné 3 projets européens, ce qui montre très clairement la pertinence à l'échelle européenne et mondiale de nos technologies, puisque sur ces projets, dans les appels d'offres Horizon Europe, les taux de succès sont de l'ordre de 2 à 3 Donc Enertime a 3 fois de suite montré qu'il faisait partie des 2 ou 3 d'industriels dans les clean tech en Europe qui méritaient de recevoir de l'argent de l'Europe. Il faut savoir que l'argent de l'Europe, ce sont des financements à presque 90% des coûts sur un projet. Donc, ce sont des financements qui sont quasiment des financements comme de l'achat d'équipements, puisque en plus, on peut se permettre de faire du crédit d'impôt recherche sur le résidu et de revendre la machine à une valeur faible, mais à une valeur quand même en fin de projet. Et puis, dernier sujet, entre le moment où nous avons créé Énergie Circulaire et le moment où nous avons pu signer le premier accord, le premier contrat, il s'est passé pratiquement 3 ans. Cela est lié en partie à la Covid, c'est lié aussi au process des appels à projets, du fait que nous avons dû attendre assez longtemps avant d'être informés des résultats et après il a fallu du temps pour monter les projets, ainsi que pour les financer, puisque aujourd'hui, et nous venons d'ailleurs de faire paraître un communiqué qui paraîtra ce soir, nous venons de closer le premier projet. Nous avons closé le financement du premier projet qui a été signé en début d'année. Alors, les résultats n'ont pas été bons en 2020, 2021, 2022. La raison principale, c'est que nous n'avons pas pris de commandes ni en 2020 ni en 2021 et les premières commandes sont arrivées mi-2022. Donc une société qui ne prend pas de nouvelles commandes est obligée de vivre sur les commandes existantes et donc c'est, je ne vous le cache pas, un peu compliqué. Ce qu'on voit, c'est que au premier semestre 2023, nous avons aujourd'hui un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 3 fois celui que nous avions l'année dernière. Et donc, si tout se passe bien, juste à la fin de l'année, on est proche de la fin de l'année, nous devrions être aux objectifs de chiffre d'affaires de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2023. Donc, une accélération très très forte du chiffre d'affaires de la société. Alors, les résultats sont pas encore au rendez-vous. La marge sur activité est meilleure, mais il y a un impact encore
qu'il va falloir digérer en 2023, qui est l'inflation, puisqu'en fait, nous avons signé des commandes en 2022 pour nous apercevoir que, lorsque nous sommes allés voir nos fournisseurs, les prix avaient augmenté de l'ordre de 20 à 25. Et donc, nos contrats n'avaient pas de formule de révision, puisqu'à l'époque, il n'était pas question les clients n'acceptaient pas les formules de révision. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec des projets qui avaient des marges négatives. Heureusement, nous n'avons pas signé beaucoup de projets en 2022 et donc ces projets n'auront pas un impact trop mauvais sur les résultats d'Enertime. Et en 2023, nous avons pu rétablir la situation et recadrer nos projets et nos marges. À ce propos, je pense que toute l'industrie électromécanique, en tout cas européenne, a beaucoup souffert du même impact, que ce soit des grands comme Siemens ou Alstom Transport ou Vestas, qui ont vu finalement leurs coûts augmenter beaucoup plus vite que les prix de vente qu'ils avaient négociés avec leurs clients. Heureusement pour nous, cet impact n'est pas très fort. Après, nous entrons dans une phase où maintenant nous amortissons, enfin nous dépensons en fait les amortissements R&D que nous avons fait dans les années passées, et donc ça a un impact bien évidemment sur les résultats, puisque ils augmentent en fait les dotations aux amortissements. Mais c'est compensé, et ça va l'être de plus en plus, par les projets que nous réalisons sur financement européen et qui représente maintenant quasiment la totalité de la R&D de la société. Et alors, dernier point, et je crois que je dois être clair avec mes actionnaires, nous avons besoin d'augmenter nos fonds propres. Nos fonds propres risquent d'être négatifs sinon en fin d'année. Et si nous avons des fonds propres négatifs, c'est un problème vis-à-vis de nos banquiers. Et donc, si nous voulons obtenir des cautions et des financements, il faut que nous rétablissions nos fonds propres à un bon niveau. Donc, il nous faut augmenter nos fonds propres. Alors, j'ai cherché à résumer les points forts. On peut résumer quelques points faibles. Je pense qu'il y a beaucoup plus de points forts que de points faibles, et donc je m'intéresserai surtout aux points forts. D'abord, nous sommes confiants que dans les 6 mois qui vont venir, nous allons gagner de l'ordre de 10 millions d'euros de commandes. C'est-à-dire qu'en T1 2024, nous serons à environ, avec un carnet de commandes de l'ordre de 15 millions d'euros, ce qui est 3 fois plus que ce que nous n'avons jamais eu dans les années passées en début d'année. Nous pouvons dire aujourd'hui que notre technologie ORC de forte puissance et haute température est fiabilisée, qu'il y a de très fortes barrières à l'entrée, puisque nous ne voyons pas arriver de nouveaux concurrents depuis les 15 ans que nous travaillons sur cette technologie. Et de fait, nous avons un seul concurrent à l'échelle mondiale, qui est un gros concurrent, puisque c'est une filiale de Mitsubishi Heavy Industries, MHI, qui s'appelle Turboden. Mais quand on est deux à l'échelle mondiale et qu'on a une technologie fiabilisée, on n'a pas à craindre de son concurrent. Enertime, par ailleurs, a une offre de services énergétiques qui est totalement unique face à la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Énergie Circulaire, ni MHI Turboden, ni les deux autres acteurs qui sont Ormat et Exergy n'ont cette offre et ne construiront, à notre avis, cette offre dans les prochaines années, pour beaucoup de raisons qui sont liées à leur structure, qui sont liées au fait qu'il est nécessaire, pour offrir ce genre de service, de faire du clé en main, ce que nous sommes les seuls à faire aujourd'hui par rapport à nos concurrents. C'est-à-dire que nous n'offrons pas non plus que l'ORC, nous offrons l'ORC et tous les systèmes qui permettent de récupérer la chaleur de l'usine, dans l'usine, et d'alimenter l'ORC. Et donc, dans la récupération de chaleur fatale, qui est le métier d'énergie circulaire, nous avons deux différences fondamentales: l'existence d'énergie circulaire et le fait que nous fournissons des contrats clés en main. Après, je rappelle quand même à mes actionnaires que
Enertime fabrique ses équipements en France. Enertime a la entière propriété intellectuelle des équipements qu'il fabrique et les vend dans le monde entier, y compris à la Chine. Nous avons récemment gagné des projets en Afrique du Sud, en Bulgarie, et nous visons des commandes, en particulier dans 2 pays asiatiques, dont je tairai le nom pour éviter de mettre la puce à l'oreille de mon concurrent. Par ailleurs, et aux gens qui questionnent la compétitivité des ORC, aujourd'hui, il est absolument clair que notre technologie permet de produire de l'électricité non variable, c'est-à-dire pas de l'électricité qui vient à 10h du matin et qui repart à 4h de l'après-midi, le jour où le soleil se couche, mais de l'électricité qui est fournie 24 heures sur 24 et qui non seulement est fournie 24 heures sur 24, mais peut éventuellement, lorsque les prix de l'électricité sur le marché deviennent négatifs, ce qui arrive de plus en plus souvent, nous saurons à ce moment-là nous arrêter. Puisque la capacité de ne pas produire va devenir un atout extrêmement important. Sur les pompes à chaleur industrielles de forte puissance, nous avons un avantage technologique unique. D'abord, nous avons commencé avant les autres, c'est-à-dire en 2017. La deuxième chose, nous sommes fabricants d'ORC. Et aujourd'hui, les fabricants d'ORC ont un avantage réel pour la conception et la fabrication de pompes à chaleur haute température. Pourquoi? Parce que nous maîtrisons les bons fluides et nous maîtrisons la haute température. Et ce n'est pas un hasard si notre concurrent numéro 1 dans les pompes à chaleur haute température aujourd'hui est Turboden, donc notre concurrent sur les ORC. Les autres acteurs aujourd'hui n'apparaissent pas ou ne nous paraissent pas être des vrais concurrents. Par ailleurs, juste pour revenir sur les pompes à chaleur, il faut voir que les pompes à chaleur aujourd'hui, c'est un sujet français. Pourquoi c'est un sujet français? Parce que en France, l'électricité étant faiblement carbonée, à peu près 60 grammes de CO2 par kilowattheure électrique, chaque fois que vous installez une pompe à chaleur avec un coefficient de performance de 3, ce qui est classique pour les pompes à chaleur industrielles à haute température, eh bien, en gros, vous transformez, vous remplacez du gaz naturel qui émet 200 grammes de CO2 par de l'électricité qui va émettre 20 grammes de CO2. Et donc, vous divisez par 10 les émissions de CO2 de la production de chaleur industrielle. Et je pense que ça, c'est assez facile de comprendre l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à développer des technologies en France de pompes à chaleur industrielle. Et j'insisterai là-dessus. Un des problèmes que Enertime a eu pendant une dizaine d'années, c'est que la France n'était pas le bon pays pour développer la technologie des ORC. Nous faisions des économies d'électricité. Les économies d'électricité n'étaient pas vues comme quelque chose d'intéressant ou de nécessaire. C'est intéressant et nécessaire aujourd'hui parce que l'électricité a beaucoup augmenté. C'est aussi intéressant et nécessaire aujourd'hui parce que le monde entier a besoin d'économiser de l'électricité et que notre marché, c'est le monde entier et pas seulement la France. Mais notre vision, notre stratégie d'aller vers les pompes à chaleur haute température, elle vient du constat bien évident qu'en France, il vaut mieux offrir des technologies qui consomment de l'électricité que des technologies qui économisent l'électricité. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Après, donc le programme Horizon Europe, je crois que c'est important de parler du programme Horizon Europe. Nous n'avons pendant 13 ans gagné aucun appel d'offres européen. Et donc aujourd'hui, avoir gagné en 18 mois 3 appels d'offres majeurs, dont un dans lequel nous sommes pilotes d'un consortium d'une quinzaine d'entités venant de toute l'Europe, je pense que c'est le signe que notre technologie est aujourd'hui totalement reconnue et est aujourd'hui très certainement une des technologies de la décarbonation de l'industrie mondiale et qui est considérée comme stratégique par l'Europe, que ce soit les ERC ou les pompes à chaleur. Et je le répète, ERC et pompes à chaleur, c'est un peu la même chose. Après, résilience, nous
n'avons jamais levé beaucoup d'argent. Nous avons levé de l'argent et je remercie tous les actionnaires qui ont participé aux augmentations de capital ou qui ont acheté des actions d'Enertem. Nous n'avons jamais brûlé les centaines de millions d'euros de certaines autres sociétés qui aujourd'hui sont en grande difficulté ou n'existent plus parce que nous avions cette vision de la construction d'un industriel, brique après brique, pour arriver à développer la technologie, à vendre à l'international et à créer un industriel en France dans les clean tech. Aujourd'hui, nous sommes proches de, de ce succès ou de cette target. Il nous reste encore un peu à avancer. J'ai besoin de l'aide de mes actionnaires, j'ai besoin du soutien de mes actionnaires pour réaliser ce que nous sommes en train de réaliser. Et 2024 sera une superbe année. Ce que je vous ai dit au début concernant les problèmes de prise de commande 2022, heureusement, nous n'avons pas pris trop de commandes en 2022, puisqu'en fait, le surcoût, et en particulier le surcoût plutôt lié d'ailleurs à la Covid et au fait que tous nos fabricants tout d'un coup ont eu trop de demandes d'équipements et ont donc été naturellement poussés à faire monter leur prix très significativement. Heureusement, nous n'avons pas trop de problèmes avec les commandes 2022 parce que nous n'en avons pas pris énormément. Alors, je ne vous cache pas que les 10 premiers mois de 2023, nous avons passé du temps à expliquer à nos clients potentiels que nos prix avaient significativement augmenté, mais que c'était normal, c'était parce que nos fournisseurs avaient augmenté leurs prix. Et donc, ça a déclenché un petit retard dans la prise de commande, mais ce retard, nous allons le récupérer assez rapidement. Après, dernier sujet, ce sont les ODIRNAN. Je n'ai pas aujourd'hui d'autres moyens pour augmenter, pour renforcer les fonds propres d'Enertem que les ODIRNAN. Je vais donc être obligé de les utiliser ou je les utilise de manière la plus raisonnable possible, la plus parcimonieuse possible. Je comprends que ça n'est pas bon. Nous n'avons pas utilisé d'ODIRNAN depuis presque 3 ans. Donc c'était vraiment avec l'envie de ne plus jamais les utiliser. La situation actuelle, le marché, la frilosité des banques nous oblige à utiliser un peu cet outil. Je fais confiance à mes actionnaires pour comprendre que c'est temporaire et que les fondamentaux de la société sont clairement là. Alors, nous avions au premier trimestre 2023 de l'ordre de 11 millions d'euros en carnet de commande. Nous allons en reconnaître à peu près la moitié cette année et le solde en 2024. Par contre, nous avons aujourd'hui un pipeline de projets particulièrement intéressant et qui, j'en suis confiant, générera à minima de l'ordre de 10 millions d'euros de commandes pour les 6 prochains mois. La liste des projets là, je les ai laissés sans nom de société ou nom de projet pour éviter de créer des problèmes avec mes concurrents ou d'éviter de donner à mes futurs clients l'idée que ces projets, ils étaient pour moi déjà signés alors qu'ils ne le sont pas. Mais si on regarde la liste de tous ces projets, je suis très confiant que les 10 millions d'euros sur 6 mois est tout à fait atteignable et je pense que nous aurons des bonnes nouvelles assez rapidement. Je rappelle le développement international de la société. Aujourd'hui, nous sommes dans tous ces pays-là. Alors quand je dis nous sommes, ça ne veut pas dire qu'on a ouvert de bureaux, on paye des gens à attendre, ou essayer de prendre des commandes là-bas. Non. Nous ne pourrions pas nous le permettre financièrement, donc on travaille avec des agents ou on travaille avec des partenaires. Et pour l'instant, ça se passe très bien.
notre objectif est de signer au moins 2, si ce n'est 3 commandes à l'export, dans les 6 mois qui viennent. L'export a toujours été important pour Enertime et va le devenir de plus en plus. Même si, heureusement, depuis 2019 et la loi Pacte, nos machines et bien évidemment la crise ukrainienne qui a fait flamber le prix de l'électricité, nos machines sont devenues beaucoup plus demandées en France. Et quand je parle de nos machines, je parle des ORC parce que bien évidemment les pompes à chaleur, c'est un autre sujet. Les pompes à chaleur est un produit dont le marché français a besoin. Un petit rappel sur notre projet au Mexique. Donc, nous avons obtenu un financement de BPI France pour notre client CFE et donc le projet devrait avancer dans les 6 prochains mois. Je prends un petit risque là de parler de ce projet-là alors que peut-être que mes concurrents regardent, mais je suis confiant que les relations que nous avons avec la CFE sont suffisamment bonnes pour que nous arrivions à signer un contrat avec eux sans voir arriver les mastodontes pour nous embêter. Par ailleurs, juste pour bien comprendre l'intérêt des ERC dans la géothermie, les ERC s'appellent des binary cycles. C'est le terme consacré et on est obligé de garder ce terme, même si dans le reste des applications, on appelle ça ORC. Et donc, vous remarquerez quand même que les ORC représentent aujourd'hui plus de 60% des nouvelles capacités installées entre 2015 et 2020. La géothermie, c'est le grand marché des ORC. Enertime est confiant d'être capable de signer les premières commandes en 2024. Un petit aperçu d'une certaine complexité, je reconnais, dans le financement de nos projets en France pour énergie circulaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre filiale Énergie Circulaire, et en particulier Charles Huguet, qui en est le patron, travaille en très bonne intelligence avec des metteurs et des banques pour closer le financement de nos projets en France, développés par Énergie Circulaire. Et je suis très content de vous dire ce soir que nous avons closé le premier projet, Veralia, et que nous allons maintenant aller beaucoup plus vite avec les prochains projets, puisque tout le modèle financier et contractuel est maintenant construit. Ça n'a pas été immédiat, mais c'est normal. Quand on crée un modèle qui en fait n'existait pas avant nous, il y a du travail légal, du travail financier qui nous a beaucoup occupé pendant au moins 1 an, si ce n'est 1 an et demi. Voilà. Donc, je tiens à remercier aussi la société Ecosys Advisory qui nous a aidés dans toutes les discussions et qui a fait un excellent travail, ainsi que des avocats comme De Gaulle Florence ou Didier Associé. Alors, je comprends que nos actionnaires, mes actionnaires attendent avec impatience qu'en est-il de ces projets ADEME. Et donc, il me faut un peu maintenant faire le point après, je dirais, 1 ou 2 ans de gestation, où en sont ces projets. Aujourd'hui, nous avons 4 projets qui représentent une verrerie, l'autre une cimenterie, troisième une usine de recyclage de zinc et le quatrième une usine de ferroalliage. Donc aujourd'hui, le premier projet est mis en vigueur et le financement est mis en vigueur et il vient d'être mis en vigueur. Donc c'est avec sérénité que j'en parle, puisque ça s'est passé la semaine dernière. C'est-à-dire que tant que le financement n'est pas mis en vigueur, on est obligé de travailler sans être payé. Et donc, une des raisons un peu de nos besoins en renforcement de capital, c'est lié à ce premier projet. Les prochains projets, nous ne ferons pas comme ça. Nous ne commencerons pas à travailler tant que l'ensemble des contrats est finalisé. Mais afin de satisfaire le marché,
afin de satisfaire le client aussi, nous avons décidé de démarrer les dépenses et les travaux et donc de démarrer le, le planning du projet en mars de cette année, alors que les financements n'étaient pas en place. Voilà. Donc, je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Je pense que c'était l'intérêt de la société, c'était l'intérêt de mes actionnaires. Ça a beaucoup tiré sur sur notre trésorerie, mais maintenant c'est derrière et je suis très content de vous dire que maintenant le financement est closé. Projet avec Vicat, nous avons été obligés d'augmenter le prix parce que l'inflation est passée par là, la puissance a été modifiée, donc nous sommes en rediscussion avec le client, mais nous pensons que nous allons pouvoir trouver des solutions qui seront probablement plus innovantes que ce qui était attendu au début, mais des solutions qui vont permettre de lancer le projet. Projet Recitech, nous avons le même problème, sauf que là, la puissance a été revue à la baisse parce que grâce aux études qu'ils ont pu faire et aux longues discussions avec le client a réussi à réduire ses émissions, c'est-à-dire son four est beaucoup plus performant maintenant qu'il n'était avant nos discussions parce qu'on nous l'avons aidé et aussi lui avait une période de mise en route qui fait que il a pu améliorer son four assez rapide, enfin dans les 2 ou 3 ans entre le moment où on discute avec lui et le moment où on se retrouve aujourd'hui. Mais aujourd'hui, donc l'inflation étant passée par là, la puissance étant revue à la baisse, il faut qu'on rediscute avec lui comment on pourrait trouver des soutiens qui nous permettent de faire baisser le coût de l'installation et de réduire donc le coût de l'électricité pour ce client. Dernier projet, c'est celui Ferroglobe. Donc le projet est inchangé. Il y a eu entre notre projet et un projet d'autoroute de la chaleur une compétition qui, nous pensons, va se dissiper et nous allons pouvoir, en coordination avec l'autoroute de la chaleur, qui est un projet de réseau de chaleur haute température qui va se faire, mais qui va se faire avec notre aide et avec le projet que nous allons mettre en place sur le site de Ferroglobe. Et puis, sur 2023 et 2024, nous visons 2, peut-être 3 projets déposés aux appels à projets de l'ADEME. Et donc, un flux de nouveaux projets qui va arriver et une capacité aussi de les traiter beaucoup plus rapidement maintenant que le modèle de business est déployé et fonctionne. Alors, juste pour rappeler nos projets, hein, des projets européens. Projet Push to Heat, c'est une des premières pompes haute température du marché. Nous allons l'installer en Italie et elle est en construction actuellement. Et je vous montrerai quelques vues 3D de ce à quoi ressemble une pompe à chaleur haute température. Projet Decagone, qui est le grand projet phare avec une turbine ORC sur palier magnétique. Ce projet-là est plus lourd, plus gros, un peu plus long, mais avance très correctement et nous pensons que le test de la turbine pourra se faire dans de l'ordre de 2 ans. Le projet EFIRA, qui est un projet dans une raffinerie, nous sommes très contents d'avoir signé ce projet. En particulier, c'est le premier projet que nous réalisons dans une installation du pétrole et du gaz. Il y a un énorme potentiel dans le pétrole et le gaz. Le client grec, qui est anciennement Shell Grèce et qui s'appelle aujourd'hui Motor Oil Hellas, est très certainement pionnier dans la décarbonation de sa grande raffinerie de Corinthe. Et puis, il y a un 4e projet en négociation, sur lequel je ne peux pas trop parler parce que tant que les accords ne sont pas signés avec l'Europe, on ne peut pas en parler, mais nous avons de bons espoirs de finaliser ce projet-là, qui est un projet, pareil, stratégiquement très intéressant pour nous.
et pareil, financé par l'Europe. Après, je pense que notre soutien, le soutien que nous obtenons de l'ADEME sur nos projets en France et de BPI-France sur nos projets à l'étranger, sont importants puisqu'en fait, c'est grâce à ça que nous pouvons non seulement, prendre des références en France et grossir en France, qui est le pays, dans lequel nous devons d'abord grossir pour pouvoir après, pouvoir exporter dans le monde entier, et puis des soutiens sur des pays comme le Mexique où BPI France a fait un travail admirable et où on espère pouvoir finaliser un projet dans les 6 mois qui viennent. Après, un petit mot sur France Cleantech Industrie. C'est une association que nous avons créée avec plusieurs startups des cleantech industriels. Nous allons bientôt accueillir des nouveaux membres et surtout, nous avons défini aujourd'hui quelques axes de développement concernant de quoi ont besoin les startups cleantech pour se financer. C'est un sujet qui a peut-être déjà été traité par d'autres, mais on pense qu'on a peut-être une voie un peu plus originale sur ce domaine pour en parler. La valorisation d'énergie fatale. Notre objectif est de créer un plan à l'échelle française de valorisation d'énergie fatale qui mette autour de la table toutes les sociétés qui ont des propositions dans ce sens. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie fatale des grandes usines en France, on en récupère 0,8%, c'est-à-dire rien. Et donc, ce sujet-là nécessite maintenant que tous les industriels, tous les acteurs se mettent autour de la table et fassent passer 0,8% à 20 ou 30%. Et nous pensons que c'est tout à fait faisable. Il faut maintenant supprimer les barrières inutiles et travailler de concert. Et nous sommes en train de le faire sur le projet Ferroglobe. Enfin, dernier sujet, le stockage d'énergie qui nous paraît être absolument critique pour le futur, puisque très clairement, plus les énergies intermittentes comme le solaire et l'éolien viendront occuper une partie du mix énergétique, plus il faudra trouver des solutions de stockage. Et pas seulement des solutions de gestion du réseau, donc avec des batteries lithium-ion, mais avec des solutions beaucoup plus massives qui permettront de stocker la chaleur ou stocker l'électricité sur au moins une demi-journée. Voilà, une petite photo sur l'organisation. Donc aujourd'hui, nous avons organisé la société en 4 business units ou 4 départements. Un département de développement qui comprend le commercial, la R&D et le développement de nouveaux produits, comme par exemple le développement des pompes à chaleur et la coordination technique, essentiellement au moment où nous prenons les commandes, de faire en sorte que les spécifications des projets soient 100% validées par nos experts pour qu'après, le projet puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Le département clé en main qui devrait se staffer au fur et à mesure qu'on monte en nombre de projets suivis pour réaliser les clés en main, donc pas seulement fabriquer les ORC, mais aussi réaliser l'ensemble du projet, y compris la récupération de chaleur. Un département en service après-vente qui est très important et qui gagne chaque année en taille et en activité, bien évidemment avec le nombre de machines qui sont mises en service. Et puis un département turbo-machine qui conçoit et produit les turbines et les compresseurs dont nous avons besoin. Et puis des fonctions support, donc l'ingénierie, système, les achats, la qualité, la finance et l'administration. Et puis, dans énergie circulaire, une petite équipe, mais performante et qui travaille la main dans la main avec Enertime. Juste pour rappeler, nos concurrents sont trois, pardon. Nous sommes 4 sociétés en concurrence. Ormat, qui est une success story américaine cotée au Nasdaq, qui vaut 2,5 milliards de dollars et qui est un peu un énergie circulaire plus un Enertime dans le domaine de la géothermie.
Ormat existe depuis les années 1960 et a été créé par un Français qui après est parti en Israël. Exergy, qui est une société italienne qui a été rachetée par un groupe chinois qui s'appelle Tika, que nous voyons assez peu en fait sur nos affaires, et même pas du tout. Et puis Turboden, qui est donc une filiale de Mitsubishi Heavy Industries, les Japonais, et que nous rencontrons à peu près sur tous les créneaux. Bon, nous aujourd'hui, nous nous concentrons sur la chaleur fatale pour en devenir les champions. Nous ne nous interdisons pas de travailler sur la géothermie et la biomasse, mais de manière plus opportunistique. Et en particulier en géothermie, nous avons besoin de références, et tant que nous n'avons pas de références, acquérir des références prend un certain temps. Mais nous pensons qu'avec ces projets mexicains et des nouveaux projets assez petits, mais dont nous trouvons aujourd'hui l'opportunité, en particulier en Asie, nous sommes assez confiants de signer les premières commandes en géothermie en 2024. Bon, on va rajouter ici les turbines à vapeur qui sont quelque part un peu les concurrents technologiques des ORC. Alors, juste pour revenir sur les fabricants d'ORC, aujourd'hui, il y a un monde important et tout à fait pertinent de fournisseurs de petites machines, et en particulier donc Enogia qui est un fabricant français. Ces fabricants en général ne dépassent pas 200 kW de puissance et travaillent en général à des températures relativement basses. Enertime, Turboden, Exergy et Ormat travaillent à peu près sur les mêmes tailles de machines en moyenne et représentent en fait deux marchés très distincts, le marché des petits ORC et le marché des gros ORC. Nous nous concentrons aujourd'hui sur les gros ORC, bien sûr, nous ne faisons pas d'ORC en dessous de 600 ou 700 kW. Et par contre, ce que nous voyons, c'est que une grande partie de la croissance d'Enertime, en tout cas sur les prochaines années, vont être des ORC clés en main, essentiellement en Europe ou en France, tiers financés par énergie circulaire. Et ainsi que des applications très intéressantes dans l'incinération et le biochar, puisque il y a un gros potentiel dans l'incinération qui arrive petit à petit au vu du coût de l'électricité. Les nouveaux incinérateurs sont plus petits et sont beaucoup plus disposés à installer des ORC dès la construction de l'incinérateur. Les pompes à chaleur, donc voilà, cette pompe à chaleur, c'est pas encore un modèle tout à fait figé, mais c'est ce à quoi devrait ressembler la pompe à chaleur que nous avons installée dans une papeterie en Italie. Elle est équipée d'un compresseur que vous voyez à droite. Ce compresseur est une technologie propriétaire Enertime avec l'aide d'un fabricant de paliers magnétiques. Ce compresseur à 2 étages de 800 kW au total travaille jusqu'à 150 degrés avec des vitesses de rotation de l'ordre de 20 000 tours minute. Nous travaillons avec des fluides ou HFO, donc R1233ZD, ou des alcanes. Le rotor de ce compresseur est porté par des paliers magnétiques actifs avec roulement d'atterrissage. C'est-à-dire que quand la machine est arrêtée, elle se pose sur des roulements, et quand elle tourne, elle est en lévitation sur des paliers magnétiques. Les pompes à chaleur, donc à 2 ou 3 étages de compression. Pour faire simple, un étage de compression, ça correspond à monter de l'ordre de 30 degrés. C'est-à-dire de passer d'une source froide à 50 degrés à une source chaude à 80 degrés. Donc, quand vous avez 3 étages de compression, vous pouvez monter à peu près de 100 degrés. C'est-à-dire que si vous avez 50 degrés et 3 étages de compression, vous arrivez à 150 degrés. Vous êtes à 50 degrés, vous augmentez de 100 degrés, vous arrivez à 150 degrés.
Notre objectif, c'est de travailler essentiellement aux alentours de 150° et un peu plus. C'est là où se trouve la majorité des besoins en matière de vapeur industrielle. Donc en remplacement de chaudières à gaz pour des puissances de l'ordre de 3 à 5 mégawatts. Après, les coefficients de performance, en fait, dépendent beaucoup justement de ce qu'on appelle le lift, c'est-à-dire la différence entre la température froide et la température chaude. Si le lift est très élevé, le coefficient de performance va tomber à 2, et si le lift est raisonnable, on est capable de monter facilement à 4. Dans le cas de push to heat, on est à 3,6. Le lift sur push to heat est de l'ordre de 70°, je pense. Alors une vision de l'accélération du marché. Ça, ce sont les offres les demandes d'offres qu'Enertime a reçues entre 2021, 2022 et 2023. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le métier commercial d'Enertime est très lourd en ingénierie, puisqu'il nous faut à chaque fois étudier les projets. Donc, un des buts de l'équipe commerciale, c'est d'éliminer très vite un certain nombre de projets qui n'ont pas de sens pour nous, qui sont pas dans notre marché ou qui sont pas crédibles. Et après, notre objectif, c'est à l'horizon 2024 ou 2025, vous voyez ce rouge-là qui représente aujourd'hui, par exemple en 2023, plus ou moins 3 contrats sécurisés ou au moins des MOU très serrés, enfin très engageants avec des clients pour de l'ordre de 160 demandes de cotation. L'objectif, c'est d'arriver à un ratio meilleur que ça, de l'ordre de 4 ou 5% de contrats pour 100% de demandes d'offres, et d'aller jusqu'à 10% une fois que nous serons capables en fait, de répliquer plus facilement les projets, et donc de simplifier en fait la gestion des offres. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 3 offres pour 90 projets sérieux, c'est-à-dire de l'ordre de 4%. Et on souhaite passer à 10, c'est-à-dire 10 projets signés pour 100 projets sur lesquels on a travaillé. Alors, j'entends parfois des gens nous dire: mais vous, Enertime, une petite entreprise, comment vous pouvez résister face à des mastodontes de la pompe à chaleur ou des mastodontes de la turbomachine? Eh bien, en fait, on peut très, très bien, et je pense que c'est ça qui est important de bien comprendre dans le potentiel d'Enertime. C'est que d'abord, on offre des systèmes et pas des produits. C'est-à-dire que nos pompes à chaleur ne sont pas des produits. Chaque pompe à chaleur doit être étudiée. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse pas à des petites pompes à chaleur, parce que ça n'est pas rentable d'étudier des petites pompes à chaleur. Et d'ailleurs, c'est difficile à faire en plus, vu les températures que nous visons. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout concurrents d'un Daikin ou d'un Mitsubishi électrique ou d'un Viessmann, ou même de gros fabricants de pompes à chaleur comme Johnson Control ou Fryotherm. Au contraire, nous faisons des systèmes, c'est-à-dire nous offrons des solutions complètes. Pas comme des produits, contrairement à tous ces acteurs aujourd'hui. Deuxièmement, on travaille au-delà de 100°C. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des fabricants de pompes à chaleur aujourd'hui viennent de la climatisation, et donc ne travaillent pas quasiment au-delà de 80°C. C'est-à-dire que nous, quand on travaille à 150°, on est très loin de nos concurrents traditionnels qui, eux, s'arrêtent à 80-90. Après, je réinsiste, et ça, pour l'instant, on n'en a pas trop parlé, mais aujourd'hui, notre principale concurrence, c'est Turboden. Et Turboden n'a pas plus de références que nous et pas plus de compétences dans les pompes à chaleur, et nous avons plus de projets en route que Turboden. Les ORC et les pompes à chaleur, ce sont des technologies sœurs, et c'est important de comprendre ça pour comprendre l'avantage technologique que nous avons à être un fabricant d'ORC pour attaquer le marché des pompes à chaleur industrielles. Et puis, dernier sujet, financer la R&D avec l'Europe. Je pense que l'Europe, aujourd'hui, nous aide énormément. L'industrie européenne, en général, a besoin de nos pompes à chaleur.
Nous venons même d'être contactés par des laboratoires EPRI, qui est le laboratoire américain, pour promouvoir nos pompes à chaleur aux États-Unis et essayer de pousser la technologie aux États-Unis avec leur aide. C'est eux qui viennent nous chercher, c'est pas nous qui allons les chercher. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur la qualité de notre offre en matière de pompe à chaleur. Et après, quand vous voyez les demandes d'offres, vous voyez que nous sommes consultés de toute l'Europe et du monde entier. Et vous remarquerez qu'en particulier, nous sommes consultés à partir du Canada et des États-Unis de manière de plus en plus fréquente, alors que nous ne faisons aucune publicité. Les seules manières de nous trouver, c'est en cherchant sur Internet. Et nous ne payons même pas Google pour ça. Dernier sujet, la maintenance des turbines à vapeur. Bon, nous avons modifié en 2019 la technologie de nos turbines pour tenir compte des vitesses de rotation supérieures que nous avions à cause de l'utilisation d'Alcan et la construction d'ORC haute température. Donc, une partie de nos turbines, pas toutes, parce que ça dépend un peu de la température et du type de fluide, mais une partie de nos turbines aujourd'hui sont construites avec des ailettes qui sont rajoutées sur un arbre et sur des arbres forgés que nous faisons fabriquer en France ou enfin en général dans l'est de la France ou proches étrangers, et sur lesquels nous allons monter des ailettes que nous faisons fabriquer chez les sous-traitants pour monter nos rotors complets. Ces technologies d'ailetage de turbines sont devenues extrêmement stratégiques. Et donc, étant donné la croissance de l'activité qui nous oblige à créer une nouvelle unité industrielle pour construire nos turbines et les maintenir, nous avons décidé d'aller vers la maintenance des turbines à vapeur comme un moyen d'asseoir notre outil industriel d'une manière beaucoup plus pérenne. Et donc, nous avons créé un atelier qui est opérationnel aujourd'hui. Les premiers rotors seront construits fin de l'année, début de l'année prochaine. Et nous allons donner à cet atelier l'autonomie et les moyens de se développer aussi dans le SAV, dans le domaine des turbines à vapeur. Donc l'objectif 2024, c'est de rapporter 500 000 € de commandes supplémentaires, enfin de chiffre d'affaires supplémentaire à Enertime, avec des marges nettes de l'ordre de 30% et au moins 50% de croissance par an sur les 5 prochaines années. Cet atelier est en Vendée, nous sommes en discussion, nous allons rentrer en discussion avec la région Vendée et BPI France pour voir comment obtenir de l'aide pour la création, enfin pour le développement de cet atelier, de cette usine qui devrait dans le futur assurer une partie des fabrications d'Enertime. Nous n'allons pas abandonner l'atelier ici à Courbevoie, il faudra probablement le déplacer parce que nous allons être obligés de grandir, et en particulier l'objectif c'est de créer aussi une usine dédiée aux pompes à chaleur. Et donc aujourd'hui les pompes à chaleur sont un marché extrêmement prometteur où nous pensons que d'abord nous pouvons obtenir un soutien de la région Île-de-France pour installer une usine en proche banlieue parisienne ou en Île-de-France en général, et deuxièmement accélérer très fortement le développement de la société grâce à ces nouveaux outils de production. Voilà, je pense avoir fini avec cette présentation. Je voudrais bien m'excuser si j'étais un peu long sur certains sujets. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Je vais de ce pas lire vos remarques et essayer d'y répondre le mieux que je peux pour essayer de vous de vous apporter des réponses au sujet qui pourrait vous concerner. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant qui a été posée. Alors voilà, comment vont passer les augmentations de fonds propres?
Pour l'instant, nous allons, demander des enfin nous allons utiliser en partie les ODIRNAN. Nous l'avons déjà fait un peu avec 350 000 €. Nous allons l'annoncer demain, une 2e tranche. Nous allons essayer d'en rester là et de trouver, des investisseurs. Nous sommes en recherche effectivement de fonds propres. Pour l'instant, nous n'en avons pas trouvé, mais nous sommes assez confiants sur le fait que, la société va pouvoir renforcer ses fonds propres. Alors, si des Américains viennent vous chercher, proposez-leur une AK privée au-dessus du cours au lieu de faire des ODIRNAN. Pour le moment, vous êtes en échec, ne vous cachez pas. Je pense que la réalité, c'est qu'aucune société aujourd'hui, comme Enertime trouve de l'argent et que nous n'en trouvons pas plus que les autres. Donc maintenant, est-ce que nous sommes en échec? Oui, certainement, mais la réalité, c'est que l'échec, est tout à fait temporaire et je pense qu'au vu de ce que nous allons annoncer dans les prochains mois, je suis assez confiant que, mes actionnaires comprendront, et valoriseront la société à la valeur, qu'elle a. Après, je ne fabrique pas d'investisseurs, comme ça et si mes actionnaires existants aujourd'hui sont disposés à participer à des augmentations de capital, je vous invite à nous contacter et nous serons tout à fait disposés à en discuter. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé, ces investisseurs. Par contre, nous sommes en recherche active depuis maintenant presque 1 an. Voilà. Après, on me parle d'Américains, je ne discute pas avec les Américains. Les Américains viennent pour essayer de pousser ma technologie, notre technologie aux États-Unis. Ce sont pas des investisseurs. l'EPRI n'est pas un investisseur, c'est un laboratoire dans l'énergie. Je crois pas du tout à une OPA hostile parce que je pense pas qu'aujourd'hui ça soit faisable de faire une OPA hostile. Mais s'il y avait une OPA hostile, ça serait au bénéfice de mes actionnaires et donc si les conditions sont correctes, je n'aurai pas de problème. Je ne suis pas sûr que aujourd'hui une OPA hostile soit envisagée, mais pourquoi pas, hein, je pense aujourd'hui que la bourse, est un peu, comment dire? Est très atone, et que je ne peux pas aujourd'hui, trouver grand chose comme soutien en bourse. Mais, tout ça, ça peut changer très rapidement et de toute façon, aujourd'hui, j'ai toujours été assez transparent avec les ODIRNAN. Nous n'en avons pas utilisé, pendant 3 ans. C'était pas faute, d'avoir la possibilité de le faire. À un certain moment, nous avions pour 10 millions d'euros de d'IRDAN. Nous ne les avons pas utilisés et nous n'utilisons aujourd'hui qu'une petite partie de ce qui avait été prévu il y a, 3 ans et que nous n'avons jamais utilisé. Voilà. Donc après, mea culpa, j'aurais rêvé de ne pas les utiliser, de trouver une autre façon d'augmenter les fonds propres. Je n'ai pour l'instant pas trouvé, mais je suis, tout à fait disposé à écouter toutes les propositions sérieuses et honnêtes d'investisseurs qui seraient prêts à participer à une augmentation de capital. Par ailleurs, je recherche et nous sommes en discussion avec un certain nombre d'acteurs et je pense que j'ai toujours cherché à conserver l'intérêt des actionnaires. Je suis moi-même actionnaire, je n'ai vendu aucune action et je compte pas le faire. Je cherche simplement à vous expliquer la réalité des choses et que bon, il y a aujourd'hui comment dire, sur les marchés, une espèce de contraction très forte des marchés et des banques. Je reconnais que les banques sont aujourd'hui extrêmement frileuses. D'ailleurs c'est un euphémisme. Mais bon,
malheureusement, je ne dicte pas la politique des banques. Alors après, quel montant d'ACA faut-il pour garder des fonds propres positifs? Étant donné les projets européens sur lesquels on travaille, plus je pense qu'au total, il me faut de l'ordre d'1 million d'euros de capital en plus. Voilà. Et une partie significative de ce 1 million est déjà, enfin, vous verrez ça assez vite, est déjà dans les déclenchés. Il sera peut-être nécessaire d'en faire un peu plus, ça va un peu dépendre d'autres contrats que nous espérons et qui devraient arriver. Alors, la capacité juridique de production d'électricité de GRT Gaz, ça n'a pas bougé. GRT Gaz semble... Alors, il semble maintenant capable de nous aider, mais au final, on sent pas une grande motivation de la part de GRT Gaz. Mais je pense que ça peut changer, ça. Je vais essayer on essaye de les pousser à avancer sur ce sujet-là. C'est dommage qu'on n'ait pas une meilleure, un meilleur soutien parfois de ces acteurs qui ont d'ailleurs qui ont leurs obligations aussi. Il faut comprendre que ce sont des gens qui sont régulés, donc ça paraît difficile aussi de les forcer à faire des choses que le régulateur ne veut pas qu'ils fassent. Alors, j'ai peut-être oublié des questions. Alors, une date pour entrevoir la rentabilité. C'est une bonne question. Si tout se passe bien, je pense qu'en fin d'année prochaine, nous serons rentables. Voilà. Mais je veux pas non plus, comment dire. Je pensais qu'on allait aller plus vite que ça, mais ça n'a pas été le cas. C'est le cas maintenant. Il y a les projets arrivent. Je pense que l'année 2024 sera bien meilleure. De là à vous dire qu'on sera à l'équilibre, je ne saurais pas encore vous dire tout à fait, mais je suis sûr qu'elle sera bien meilleure. Alors vendre le système de Villiers-le-Bel à l'étranger, oui, mais vendre un système à l'étranger, c'est extrêmement long, c'est 2 ou 3 ans pour ouvrir des nouveaux marchés. Pour les ORC, nous avons maintenant les contacts. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur l'export avec nos ORC, ou plus que ça d'ailleurs, 12 ans presque. Donc ça fonctionne. Sur les turbines de détente de gaz, c'est plus compliqué parce que pour l'instant, on vient de mettre en service notre turbine et donc il faudrait encore 2 ou 3 ans. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser beaucoup d'argent pour faire ça? Je pense qu'il y a des priorités autres avec des marchés beaucoup plus porteurs. Et donc, pour l'instant, on va attendre un peu que l'environnement français s'améliore pour qu'on puisse prendre d'autres références en France avant d'aller à l'export. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aller à l'export est extrêmement compliqué. Ça paraît simple, mais ça l'est pas du tout. Et une société industrielle qui décolle doit d'abord vendre dans son pays. Ça n'a pas été le cas pour nous, mais c'est juste parce que il y avait des barrières pour notre technologie qui ont duré longtemps. Et ça n'est pas, voilà, ça ne devrait pas être comme ça dans un monde normal. Est-ce que l'action va repasser sur les 1 euro? Je ne saurais pas vous dire. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de raison. La seule question, ça va dépendre effectivement des commandes qu'on prend. Et puis, ça va dépendre de nos actionnaires et de la bourse et de la volonté et de la compréhension qu'ont les actionnaires de la qualité de la société. Alors, Veralia, mais Veralia ne paye pas, enfin Veralia paye pas. Si, Veralia va acheter l'électricité produite par nos machines. Mais il va pas nous payer nous, il va payer Énergie Lagneux. Énergie Lagneux est en train d'acheter la machine à Enertime.
Et d'ailleurs, si vous regardez les nouvelles ce soir, nous avons annoncé ce soir que le financement du projet Veralia avait été closé, ça avait été obtenu. Et donc, je vous cache pas que tant que ce financement n'était pas closé, il était difficile de communiquer. Et aussi, le fait de pas closer ce financement mettait un peu en difficulté la société. Ça ne se reproduira pas, c'était la première affaire. Nous avons passé ce mauvais moment, il est derrière nous et dans le futur, nous attendrons d'avoir le closing avant d'engager des dépenses sur les nouveaux projets clés en main. Tous les projets, les autres projets, ceux qui ne sont pas liés à la à énergie circulaire, eux, sont des projets classiques qu'on nous paiera rubis sur l'ongle, comme un fournisseur doit être payé. Le cas de Veralia est très particulier. Alors, c'est une bonne question. Oui, on discute avec Veralia, mais pour l'instant, pas en France. Donc, il faut maintenant essayer de comprendre si Veralia est prêt à déplacer le modèle dans d'autres pays. Il faut attendre. Mais oui, bien sûr, notre idée, c'est d'aller voir toutes les usines de Veralia. Bon, peut-être que Veralia attend un peu de voir avancer le chantier avant de se précipiter pour nous proposer d'autres projets. Voilà. Ce que je comprends fort bien. Oui, mais demander des acomptes à la commande, bien sûr, on demande toujours des acomptes à la commande. Mais d'abord, il faut savoir que aujourd'hui, les banques, si vous voulez une caution bancaire en France, vous êtes obligé de déposer une partie significative de l'argent que vous allez recevoir grâce à la caution, donc une partie significative de l'acompte à la banque. C'est-à-dire que les acomptes, c'est bien quand vous les touchez. Si vous les touchez et puis il faut les donner à la banque pour que la banque puisse émettre une caution pour vous, ça sert pas à grand chose. Enfin, ça sert, mais c'est pas suffisant, quoi. Et après, les acomptes à la commande, on en a. Alors ça, c'est vrai pour la France. À l'export, c'est pas comme ça. À l'export, BPI France est là pour aider les banques à nous donner des cautions. Et donc, on a des cautions sans avoir à bloquer l'argent. Donc, c'est aussi pour ça que petit à petit, on va plus s'intéresser au marché export qu'au marché français, parce que sur le marché français, on n'a pas du tout ce soutien sur nos projets qu'on peut avoir à l'export. Je le regrette, je le regrette. Je pense que c'est un défaut du système, mais je pense que ça, il faudrait que vous écriviez à votre banque pour lui dire que l'industrie française ne peut pas avancer si les banques ne font pas un petit effort. Voilà. Mais bon, ça ne nous empêchera pas d'avancer, hein. Et simplement, on demande un peu moins d'acompte à la commande et après, on demande des paiements progressifs après l'acompte assez rapidement. Et après, sur le projet Veralia, nous n'avons pas obtenu d'acompte à la commande. Nous allons les obtenir que maintenant parce que le financement n'était pas en place. Donc, il fallait qu'on travaille sur nos fonds propres et sur notre trésorerie tant que le financement n'était pas en place. Parce que quand un financement n'est pas en place, vous ne pouvez pas gagner vous pouvez pas toucher de l'argent. Hein. C'est mathématique. Enfin, c'est la finance, c'est ce qui est normal, hein, tant que le financement n'est pas en place. Le financement, il était validé, mais encore fallait-il que tous les permis, tous les soient obtenus, et ça prend toujours du temps. Alors pourquoi la Vendée? C'est intéressant. Il se trouve qu'en Vendée, il y a des compétences dont nous avions besoin, et en particulier des compétences en matière de construction de rotors de turbine. Et donc, c'est pour ça que nous sommes allés en Vendée. Enfin, moi j'aime bien la Vendée, mais c'est là que nous avons trouvé les compétences. Et aujourd'hui, si vous voulez trouver des compétences, vous êtes parfois obligé de vous déplacer, de mettre votre usine là où se trouvent les compétences. Alors après, l'évolution de l'action en bourse, je peux pas vous dire. Moi, je lis pas dans la boule de cristal et ce que je sais, c'est que je suis confiant sur les commandes que nous devrions gagner dans les prochains mois, dans les 6 mois qui viennent. Je pense que après, c'est aux actionnaires et à la bourse
de juger de la qualité de ces commandes et de la qualité de la société. Et je peux pas vous dire. Maintenant, si ce que je vous dis, c'est que Enertime est une société qui a mis du temps à décoller, mais c'était pas, c'était beaucoup lié à des événements extérieurs. Le Covid en est un, ou la Covid en est un. La crise ukrainienne a par contre été révélatrice aussi d'un problème que nous avons sur les réseaux européens en matière d'électricité, et ça c'est une très bonne chose pour nous. Je n'ai pas dit que la guerre en Ukraine était une bonne chose. Je pense que c'est une très mauvaise, enfin je pense que c'est une très mauvaise guerre, et je pense que nous devons défendre l'Ukraine, mais sinon, je suis pas capable de vous parler plus de ce que sera la valeur de l'action dans un an. Alors là, ça c'est une bonne question en fait, mais la réponse elle est assez facile. Le problème du commerce, c'est pas de rajouter des commerçants. Je reçois chaque jour des mails de gens qui veulent faire de la prospection pour moi. La prospection, ça ne sert à rien pour nous. C'est chaque fois que vous avez un prospect, vous devez dépenser beaucoup d'argent à faire des études gratuites pour ce prospect, pour savoir de quoi il a besoin. Et multiplier les gens dans la nature pour ramener des projets qui ne valent rien, alors qu'on sait bien où sont les projets. Il n'y a pas besoin de commerçants pour savoir que ce qui nous intéresse, c'est les cimenteries, les verreries, les aciéries, les stations de compression de gaz et les incinérateurs. Et donc, rajouter des commerçants pour surcharger nos équipes ingénierie et rater les bons projets, c'est une aberration, c'est crétin. Et se faire payer des acomptes, on se fait payer des acomptes, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas le commerçant. Le problème, c'est que si vous recevez de un acompte de 30% et que vous êtes obligé de donner les 3/4 de cet acompte à votre banque pour qu'elle vous émette une caution qui va vous permettre d'obtenir cet acompte, c'est pas le sujet, quoi. Voilà. Mais bon, je pense que les gens confondent ce que nous faisons avec la vente sur Internet. Nous ne faisons pas de la vente si facilement. Chaque projet, c'est 2 ans comment dire, de développement. Et donc, il faut trouver les bons prospects, il faut les soigner aux petits oignons, il faut leur faire des propositions qu'ils peuvent pas refuser, il faut financer parfois les centrales ou les installations. Mais il faut certainement pas multiplier les gens dans la nature qui coûtent cher et qui ramènent rien du tout, ils ne ramènent que du travail supplémentaire qui sert pas à grand chose. Les cimentiers français, on les connaît tous. Les verriers français, on les connaît tous. Les stations de compression de gaz, c'est pas compliqué. Il y a que deux acteurs dans le gaz. Bon, après, on peut aller à l'international. Mais aller à l'international, ça veut dire savoir financer les projets, si c'est énergie circulaire, donc ça veut dire créer des filiales dans ces pays-là qui vont faire du service énergétique. Faire du service énergétique en Allemagne, c'est pas comme en France, etc., etc. Bon, je comprends que dans votre idée, dans l'idée de certains de mes actionnaires, il suffit de multiplier les commerçants et ça va marcher. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors après, comment expliquer la baisse en bourse? J'explique pas. Ce que je vous dis simplement, c'est que je pense qu'il y a il y a des tas de sujets aujourd'hui. Bien sûr il y a augmentation de l'énergie, mais regardez l'action de Siemens aujourd'hui qui est en chute libre. Siemens, s'ils n'avaient pas des problèmes justement de coûts de matériel, ils en seraient pas là. Donc le problème, c'est pas l'augmentation du prix de l'énergie. L'augmentation du prix de l'énergie, c'est une très bonne chose. Mais avant que tout ça, ça se mette en place et que soient résorbés ces problèmes d'inflation et ces problèmes, le Covid et toute la désorganisation qui a lieu et toutes les pertes que les sociétés ont faites pendant cette période, il va se passer un peu de temps. Le site ukrainien peut être réparé, bien sûr, il peut être réparé. Mais nous, pour l'instant, on attend de pouvoir intervenir, qu'on puisse le faire. En fait, on attend aussi un financement parce que nous, on peut pas réparer le site sans qu'il y ait un financement à la clé. Oui, bien sûr, j'ai entendu parler d'acheteurs commerciaux.
J'ai fait ça toute ma vie. Vous savez, j'ai vendu des centrales aux Taïwanais, aux Chinois, aux Indiens, aux Thaïs, aux Colombiens, donc je connais bien le problème, hein. C'est la vente de systèmes à l'international ou en France, c'est quelque chose que je connais bien. Alors, combien on est aujourd'hui en équivalent temps plein? Alors, on a engagé une quinzaine de personnes cette année et on va probablement en embaucher une dizaine l'année prochaine. On est à peu près à 60 actuellement et on va atteindre les 70-75 l'année prochaine. Alors c'est une bonne question. Oui, pourquoi pas utiliser les OPSA? Mais les OPSA c'est bien, mais les OPSA ça renforce pas mes fonds propres. C'est des prêts bancaires sur 15 mois et il faut rembourser très très vite, quoi. Et donc on peut c'est un mix de Dirnan et d'OPSA qu'on peut faire. Mais je dis pas qu'on fera pas dans le futur plutôt des OPSA. Après, bah écoutez, je comprends certaines remarques sur le fait qu'on n'a peut-être pas les bons commerçants. Je pense qu'on a des bons commerçants. On a la bonne dose entre une partie significative de nos commerçants sont en fait montent des offres et monter des offres, ça nécessite de faire des études sur les besoins du client, sur les ressources, sur comment aller installer une machine à l'autre bout du monde, etc. Et donc c'est pas une histoire de commerçant. Et ceux qui pensent ça, ben, je pense qu'ils n'ont jamais travaillé dans ce domaine-là. Voilà. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Bah, écoutez, bon, je pense que les sujets tournent un peu toujours sur les mêmes sujets. Moi, je suis pas en train de vous dire que il n'y a pas des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer dans la société. Je sais que l'action est aujourd'hui basse par rapport à ce qu'elle pourrait être. Alors sur le site de Rennes, nous n'avons pas de site à Rennes. Je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas d'où vient, pourquoi un site à Rennes. Non, nous avons un site à Caen qui fonctionne très bien, qui a fait gagner beaucoup d'argent à Suez. Et nous espérons bien que Suez va nous repasser des commandes dans les prochains temps. Et après, non, on a un site du côté de Lyon, on a un site à Saint-Ouen là qu'on va démarrer. Ça y est, on a enfin l'eau de refroidissement. Ah, alors maintenance partenaire, oui, oui, c'est intéressant, mais la grosse différence entre Oden et nous, c'est aussi que nous avons la capacité d'ingénierie des turbines en interne. Et après, que le meilleur gagne, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Par ailleurs, Oden s'intéresse surtout aux petites turbines industrielles. Nous nous intéressons en particulier aux très grosses turbines. Et dans les très grosses turbines, nous n'avons pas beaucoup de concurrents. Quand je parle de très grosses turbines, nous intervenons sur des turbines de 400 à 500 mégawatts et pas forcément sur des turbines de 5 ou 10 mégawatts. Ah, Stolect, oui. Alors ça c'est autre chose. Oui, oui, oui. C'est pas un site Enertime, mais c'est un site Stolect. Bon, nous sommes en discussion avec Stolect pour finaliser un contrat. C'est un des contrats. Oui, oui, effectivement, c'est Stolect. Ce contrat avec Stolect est en discussion. Stolect est en train de lever des fonds et ça prend plus de temps que prévu. Donc, tant que Stolect n'a pas sécurisé le financement d'un contrat, nous ne signons pas et nous n'avançons pas avec eux. Mais je reste très confiant sur le fait que nous allons finaliser avec Stolect, et Stolect est un excellent partenaire. Il faut aussi qu'on mette au point le contrat que nous avons avec eux, et ça nécessite encore quelques discussions. Mais je pense qu'on va arriver à un accord. Alors, comment augmenter le taux de réussite des affaires par rapport aux demandes d'offres? Alors d'abord, c'est en éliminant beaucoup plus de projets en amont. Deuxièmement, en utilisant l'énergie circulaire. Le gros avantage de l'énergie circulaire, c'est que nous rentrons en fait dans l'économie des projets. C'est-à-dire que si les projets sont rentables,
on le voit très vite parce que l'énergie circulaire est là pour faire une proposition aux clients sur un prix de l'électricité. Et donc, on passe pas des années et des années à discuter avec des clients. Et je vous cache pas qu'il y a des grands acteurs aujourd'hui dans l'industrie qui nous ont fait travailler un petit peu trop longtemps par rapport à finalement ce que ça a donné. Donc ça, nous n'en voulons plus. Et donc, il faut éliminer les mauvais clients et ne garder que les bons. Il faut trouver des clients qui donnent ce qu'on appelle des repeat orders, c'est-à-dire qui rachètent des machines après en avoir déjà eu une. Ça, c'est en train d'arriver. Et après, l'objectif, c'est d'essayer d'être plus sélectif, en fait. Et puis aussi, c'est au fur et à mesure que les ORC deviennent et les pompes à chaleur deviennent de plus en plus reconnues, appréciées et intéressantes économiquement, ce qui est le cas, hein, eh bien, je pense qu'on aura des taux de réussite bien meilleurs. Et il faut savoir qu'à l'époque, en 2015, en France, l'électricité sur le marché valait 3 centimes d'euros le kilowattheure. Et donc aujourd'hui, elle en vaut 10. 3 centimes d'euros le kilowattheure, ça ne permet pas de vendre des ORC. 10 centimes d'euros le kilowattheure, ça permet de vendre des ORC. Alors Vernier, on a beaucoup essayé avec Vernier, beaucoup travaillé avec eux en Nouvelle-Calédonie, ça n'a pas donné grand-chose. Nous avions dans l'idée que Vernier et nous pouvions ensemble faire une espèce de partenariat. Et puis, il y a eu un partenariat, mais au final, qui n'a pas duré très très longtemps. Et je pense que le modèle utilisé par Vernier n'est pas le même que le nôtre, et donc ça devenait difficile en fait de continuer à travailler avec eux. Mais bon, ça ne veut pas dire que demain on ne pourra pas travailler avec eux. Je pense que c'est un partenaire potentiel, mais le sentiment que nous avons, c'est que leurs marchés sont assez loin de nos marchés. Notre marché, c'est l'Europe et l'Asie, et eux, leur marché, c'est plutôt l'Afrique et les îles. On avait beaucoup d'espoir sur le marché dans les ZNI, dans les îles. Force est de constater qu'il se passe pas grand-chose. Alors, c'est peut-être en train de changer, mais on est encore un peu loin du compte. Mais en tout cas, si demain Vernier vient nous voir pour proposer de travailler ensemble, bon, on les écoutera, sauf peut-être en Nouvelle-Calédonie, on leur dira, écoutez, non, c'est à cause de projets de ce type-là qu'on a des taux de réussite de 4%. Donc, il faut savoir à un moment donné dire non, faites ça autrement. Alors, c'est une bonne question. Total Energy, on a été invité à une grande messe de tous les gens qui font de la décarbonation à l'échelle mondiale chez Total Energy. Ça n'a pas pour l'instant débouché sur quelque chose. Je pense qu'il manque encore un peu une vraie volonté d'avancer avec des gens comme nous, et je pense que ça va venir. Nous avons plutôt des pistes en Asie, en fait. En Asie, et puis ces affaires en Grèce. Nous avons des discussions avec des pétroliers asiatiques, y compris chinois d'ailleurs. Je pense que Total ne voit pas bien l'intérêt d'utiliser nos technologies aujourd'hui, mais ça peut changer. Hein, je suis pas en train de dire, mais je pense que ces grands groupes, c'est toujours un peu compliqué de faire des projets avec eux. Nous, on aimerait bien que Total vienne nous voir en disant, voilà ma raffinerie, essayons de faire quelque chose ensemble. Je pense qu'on aurait plein d'idées, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Non, si vous connaissez des gens chez Total Energy qui ont le pouvoir, n'hésitez pas. Oui, Exxon, je suis pas sûr. Non, je pense pas. Non, je pense qu'il y a une. Non, Total viendra pas pour faire une OPA sur une airtime. Non, ne vous trompez pas. Total n'est pas intéressé à investir dans les technologies. Ils l'ont fait il y a 10 ou 15 ans avec en particulier aux États-Unis, et je pense que ça s'est
pas bien fini, donc je suis pas sûr qu'ils reviendront sur ces sujets-là. Non, ça m'étonnerait. Non, non, en fait, vous savez, je dis souvent à mes à mes employés quelque chose, une des maximes que mon père m'a transmis et que j'apprécie beaucoup et que j'utilise très souvent et qui est, il me disait: «Tu sais Gilles, un bon loup est un loup maigre. Total n'est pas un loup maigre, c'est un loup gras et les loups gras, c'est pas des loups. Motoro il est là, est un loup maigre». Voilà, je sais pas s'il y a encore d'autres sujets que vous vouliez qu'on j'ai du temps pour vous si vous le souhaitez, hein. Moi je suis pas, comment dire? Je ne souhaite pas, me dissimuler derrière quoi que ce soit. Je pense que la réalité elle est elle est là. Cette boîte, c'est un bijou. Cette boîte, c'est l'avenir de l'industrie française. J'ai besoin du soutien de mes actionnaires, j'ai besoin de la confiance. Je pense que je vais montrer que cette confiance, elle est méritée. Maintenant, je ne fais pas le futur, voilà, je n'écris pas le cours de bourse et très honnêtement, je n'ai pas tellement de moyens aujourd'hui, de renforcer mon capital autrement, quoi. Et après, je sais bien, je me fais parfois un peu insulter sur les réseaux sociaux et j'accepte le fait que quand on est PDG d'une boîte en bourse, on a droit de recevoir les critiques et je les reçois et j'ai pas de sujet. Mais je pense que euh, parfois comment dire, les gens pensent que les problèmes sont à un endroit où ils ne sont pas du tout. Et que par contre, ils refusent de voir que parfois, l'industrie, c'est un peu plus compliqué que d'autres activités et qu'il faut accepter cette complexité. Voilà. La prochaine présentation, je pense que je la ferai début 2024, peut-être en début janvier. Je pense que la période de Noël n'est pas propice à faire des présentations, mais qu'après début janvier, c'est une bonne date. Et je suis très confiant sur le fait que j'aurai des bonnes nouvelles à échanger avec vous. Voilà. Et je vous en informerai à l'avance. Oui, c'est bien possible que je rachète des actions à ce cours. Je suis pas du tout, comment dire? J'ai toujours montré que j'étais prêt à engager l'argent que j'avais, mais soyons clairs, je n'ai pas d'argent autre, que le salaire que je gagne, et j'ai mis tout mon argent dans la société, donc si vous voulez, je ne suis pas, comment dire? Je suis pas capable de voilà, de mobiliser beaucoup d'argent, mais c'est un bon message et je m'engage à investir, dans les prochaines semaines, un peu d'argent dans Enertech. L'argent que je pourrais y mettre, voilà. Mais après, je comprendrais très bien que certains de vous sont déçus et je peux pas non plus leur dire qu'on a réussi un miracle, mais voilà, je pense que la société, mérite, qu'on la soutienne parce qu'elle ira loin, voilà. Je vais vous laisser là parce que je pense qu'on a un peu fini les échanges. Mais en tout cas, merci de votre soutien, merci de votre présence. Heu, je vous tiens forcément au courant de tout ce qui se passe. Vous aurez des communiqués, heu, dès que j'ai quelque chose à communiquer, je communique. Quand je peux pas communiquer, je communique pas. Croyez-moi et entre nous, j'ai 66 ans et je suis là encore pour longtemps et dans mes équipes, il y a des gens qui ont, 10 ans de plus que moi parce que j'ai pas trouvé de jeunes qui aient des compétences aussi bonnes que ces seniors. J'ai aussi bien des jeunes de 25 ans, qui ont la pêche et je pense qu'aujourd'hui, heu
on va réussir quelque chose et je vous demande de m'accompagner. Merci beaucoup, bonne soirée et n'hésitez pas à communiquer avec nous, si vous voulez qu'on vous envoie plus de news et cetera. Sophie, prendra vos emails et attendez, regardez un peu, ce qui se passe, sur le front d'Enertain dans les prochains mois. Je pense qu'il y aura des bonnes nouvelles. Voilà. Merci, bonne soirée, à bientôt et si on se parle pas avant, bonne fête, bon Noël et puis rencontrons-nous, début janvier. Bonne soirée.